Le soleil martiniquais s'abattait sur Fort-de-France avec une violence qui semblait punir la terre elle-même. L'année 1835 marquait une période sombre dans l'histoire de l'île, où les plantations de canne à sucre prospéraient sur le dos d'âmes brisées et de corps épuisés. Parmi toutes ces exploitations, celle de Laurent Michel se distinguait non par sa productivité, mais par la terreur qu'elle inspirait à quiconque prononçait son nom. Laurent Michel n'était pas simplement un propriétaire terrien, c'était un homme dont la cruauté s'était transformée en légende vivante, une présence oppressante qui planait sur Fort-de-France comme un vautour guettant sa proie. Sa fazenda s'étendait sur des hectares de terre fertile, mais ce que la plupart des habitants ignoraient, c'était que sous les fondations de sa grande maison coloniale, un réseau de caves humides et obscures abritait un secret macabre. Amélie Fournier marchait dans les rues pavées de Fort-de-France ce matin-là, le cœur lourd d'inquiétude. À 23 ans, elle était la fille unique d'André Fournier, un commerçant respecté de la ville qui avait construit son entreprise sur l'honnêteté et le travail acharné. Amélie avait hérité de son père non seulement ses yeux noisettes perçants, mais aussi sa sensibilité face aux injustices qui ravageaient leur société. Depuis 3 jours, son grand-père Bernard avait disparu. Bernard Fournier, un homme de 68 ans qui avait passé sa vie à lutter pour la dignité des travailleurs libres de couleur, avait osé confronter Laurent Michel lors d'une réunion publique. Il avait accusé le planteur d'exploiter illégalement des travailleurs et de maintenir des conditions inhumaines sur sa propriété. 2 jours plus tard, Bernard ne rentra jamais chez lui après sa promenade habituelle du soir. Les autorités coloniales, corrompues jusqu'à la moelle, refusaient d'enquêter. Le gouverneur lui-même était dans la poche de Michel et des autres grands propriétaires. Pour Amélie, la vérité était claire, comme de l'eau de roche. Son grand-père avait été enlevé, et Laurent Michel en était responsable. Ce matin-là, alors qu'elle traversait le marché central, Amélie croisa le regard de Marguerite, une femme affranchie qui vendait des tissus. Marguerite détourna immédiatement les yeux, mais pas avant qu'Amélie ne perçoive quelque chose dans son expression. De la peur, certes, mais aussi une connaissance, un secret qu'elle portait comme un fardeau trop lourd. Amélie s'approcha du stand de Marguerite, feignant d'examiner un morceau de coton brodé. « Ma grand-mère cherche du tissu pour une nouvelle robe », dit-elle à voix basse, jouant le jeu de la cliente ordinaire. Elle aimerait quelque chose de spécial, peut-être quelque chose que peu de gens ont vu. Marguerite comprit le message codé. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle pliait un tissu. « Il y a des choses que certaines personnes ne devraient jamais voir », murmura-t-elle, ses yeux scrutant nerveusement les alentours. « Des choses qui se passent là où le soleil ne brille jamais, où les cris sont étouffés par la terre humide. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. « Mon grand-père !»« Ah, ne prononcez pas son nom ici, » coupa Marguerite, sa voix à peine audible. « Mais sachez que les vieux arbres ne disparaissent jamais vraiment. Parfois, leurs racines s'enfoncent dans des endroits sombres. Si vous voulez vraiment savoir, allez voir Étienne à l'entrepôt du port. Il livre des provisions. Il voit ce que d'autres refusent de voir. » Avant qu'Amélie puisse poser d'autres questions, Marguerite se détourna pour servir un autre client, mettant fin à leur conversation de manière abrupte mais nécessaire. L'entrepôt du port sentait le poisson salé, le rhum et la sueur humaine. Amélie trouva Étienne en train de charger des sacs de farine sur une charrette. C'était un homme dans la trentaine, au visage marqué par le soleil et aux mains calleuses. Lorsqu'elle mentionna que Marguerite l'avait envoyé, il cessa immédiatement son travail et la conduisit derrière une pile de caisses, loin des oreilles indiscrètes. « Votre grand-père était un homme bon », commença Étienne, sa voix rauque trahissant une émotion contenue. « Il se battait pour nous tous, mais Laurent Michel ne tolère pas qu'on le défie. Ce que je vais vous dire, si quelqu'un apprend que j'ai parlé, je suis un homme mort. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Je livre des provisions à la plantation Michel 2 fois par semaine, de la nourriture, des médicaments et d'autres choses que je préférerais ne jamais avoir vues. Il y a environ 6 mois, j'ai dû livrer des chaînes, des instruments que je ne peux même pas décrire sans vomir.
On m'a fait passer par l'arrière de la propriété et c'est là que j'ai entendu les cris. Amélie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Mais quels cris !»« Des cris de vieillard !» répondit Étienne, son regard se perdant dans un souvenir horrible. Des sons qui ne devraient jamais sortir d'une gorge humaine. Michel a un système, vous comprenez? Lorsque les esclaves deviennent trop vieux pour travailler dans les champs, lorsque leurs corps ne peuvent plus supporter le poids de la canne ou la chaleur du jour, il ne les libère pas. Il ne les laisse pas mourir en paix. Il les emmène dans les caves, sous sa maison. Le monde sembla tourner autour d'Amélie. Pourquoi? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour maintenir la peur, expliqua Étienne. Pour que les autres esclaves travaillent plus dur, sachant que même la vieillesse ne leur apportera pas de repos. Et votre grand-père, après avoir osé le confronter publiquement, Michel voulait faire un exemple. Montrer que même un homme libre, même quelqu'un de respecté, n'est pas à l'abri de sa colère. Amélie dut s'appuyer contre les caisses pour ne pas tomber. Il faut que je le sorte de là, il faut que je fasse quelque chose. Écoutez-moi bien, dit Étienne en la saisissant par les épaules, son regard intense fixé sur le sien. La plantation est une forteresse. Michel a des gardes partout, des hommes aussi cruels que lui. Si vous y allez ouvertement, vous finirez dans ces mêmes caves. Mais il y a peut-être un moyen. Il lui expliqua que Laurent Michel organisait régulièrement des réceptions pour les autres propriétaires terriens, des occasions où il exhibait sa richesse et son pouvoir. Pendant ces soirées, l'attention se concentrait sur la grande maison, et la sécurité aux abords des dépendances et des caves se relâchait légèrement. De plus, Étienne connaissait quelqu'un qui travaillait aux cuisines de la plantation, une femme nommée Célestine, qui détestait Michel autant qu'elle le craignait. « Dans 3 jours, révéla Étienne, Michel organise un grand dîner. Ce sera votre seule chance. Célestine peut vous faire entrer par les cuisines, mais après ça, vous serez seul. Les caves. Personne ne connaît vraiment leur étendue. C'est un labyrinthe de souffrances. Cette nuit-là, dans sa chambre, Amélie ne put dormir. Elle imaginait son grand-père, ce pilier de force et de sagesse, enfermé dans l'obscurité, soumis à Dieu, sait quelles horreurs. Bernard lui avait appris à lire et à écrire, lui avait raconté des histoires de leur famille, lui avait inculqué que la justice valait tous les risques. Comment pourrait-elle l'abandonner maintenant? Les 3 jours suivants passèrent dans un brouillard d'angoisse et de préparation. Amélie rencontra Célestine dans un coin discret du marché. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage ridé par le chagrin et les années de servitude. Ses yeux cependant brûlaient d'une détermination farouche. « Mon fils était âgé de 60 ans, » murmura Célestine, sa voix chargée d'une douleur ancienne. Il avait travaillé dans les champs toute sa vie. Quand ses jambes ont commencé à flancher, quand son dos s'est courbé sous le poids des années, j'ai prié pour qu'on lui accorde la paix. Au lieu de cela, ils l'ont emmené en bas. Je l'ai entendu crier pendant des semaines. Puis, un jour, plus rien. Même pas un corps à enterrer. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. Je vous aiderai, pour mon fils, pour tous ceux qui ont souffert dans cet enfer. Mais vous devez être courageuse, mademoiselle Amélie. Ce que vous verrez en bas, ça change une personne pour toujours. Le soir du dîner arriva trop vite. Amélie s'habilla simplement, en tenue sombre, qui lui permettrait de se fondre dans l'obscurité. Elle cacha un petit couteau dans sa botte, plus pour le réconfort psychologique que pour une réelle utilité contre les gardes armés de Michel. Son père était absent pour affaires, ce qui évitait d'avoir à lui mentir ou à le mettre en danger avec ses connaissances. Alors que le soleil se couchait sur Fort-de-France, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres qui contrastaient cruellement avec l'horreur qui l'attendait, Amélie se mit en route vers la plantation Michel, vers les ténèbres qui avaient englouti son grand-père, vers une vérité qui allait ébranler les fondations mêmes de leur société. La plantation s'étendait devant elle comme un domaine sorti d'un cauchemar. La grande maison coloniale brillait de 1000 feux, des rires et de la musique s'échappant de ses fenêtres ouvertes, un masque de civilisation posé sur un visage monstrueux. Amélie contourna la propriété par l'arrière, comme Étienne le lui avait indiqué, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende à des mètres de distance. Célestine l'attendait près de la porte des cuisines,
son visage tendu par l'inquiétude. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» chuchota-t-elle en l'attirant rapidement à l'intérieur. Amélie hocha la tête, incapable de parler, tant sa gorge était serrée par l'appréhension. Les cuisines grouillaient d'activité, des domestiques préparant des plats somptueux pour les invités de Michel. L'odeur de la nourriture, riche, contrastait de manière obscène avec ce qu'Amélie savait se passer sous ces mêmes planchers. Célestine la guida à travers un dédale de couloirs de service, s'arrêtant à chaque bruit suspect, son corps entier tendu comme une corde prête à se rompre. Finalement, elles atteignirent une porte en bois massif, partiellement cachée derrière une tapisserie usée. Des marches de pierre descendaient dans l'obscurité absolue. « L'entrée des caves », murmura Célestine. « Il y a un garde posté en bas, mais il devrait être ivre à cette heure. C'est son habitude pendant les soirées. Prenez cette lanterne, mais gardez-la couverte autant que possible. Et mademoiselle, si vous ne remontez pas d'ici 2 heures, je devrais refermer cette porte. Je ne peux pas risquer d'être découverte. » Amélie comprit. 2 heures. C'était tout le temps qu'elle avait pour trouver son grand-père dans un labyrinthe souterrain et le ramener à la surface, ou mourir en essayant. Elle commença sa descente dans les ténèbres, chaque marche grinçant sous son poids avec un bruit qui lui semblait assourdissant dans le silence oppressant. L'air devenait de plus en plus humide et fétide à mesure qu'elle descendait, chargée d'odeurs de moisissure, d'urine et de quelque chose d'autre, quelque chose de pire qu'elle ne voulait pas identifier. Au bas des marches, elle découvrit le garde effondré contre le mur, une bouteille de rhum vide à ses côtés, ronflant bruyamment. La chance souriait à Amélie, du moins pour l'instant. Elle découvrit rapidement la lanterne et examina son environnement. Ce qu'elle vit la glaça jusqu'aux os. Un long couloir s'étendait devant elle, ponctué de portes en métal avec de petites ouvertures grillagées. De certaines de ces portes émanaient des gémissements faibles, des sanglots étouffés, le bruit de chaînes raclant le sol. L'horreur de la situation la frappa de plein fouet. Combien de personnes étaient enfermées ici? Combien souffraient dans ces ténèbres? Elle avança lentement, levant sa lanterne vers chaque porte, scrutant l'intérieur des cellules à la recherche de son grand-père. Ce qu'elle vit la hanta pour le reste de ses jours. Des hommes et des femmes âgés, leurs corps émaciés portant les marques de torture indicibles. Certains étaient enchaînés au mur, leurs poignets et chevilles ensanglantés par le frottement constant du métal. D'autres gisaient sur le sol de pierre humide, leurs yeux vides fixant le néant. Dans la 3e cellule, elle reconnut un visage. Théophile, un ancien professeur qui avait enseigné aux enfants libres de couleur malgré les interdictions. Il avait disparu 6 mois auparavant. Maintenant, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son corps décharné tremblant dans un coin, murmurant des phrases incohérentes. « Monsieur Théophile » chuchota Amélie à travers les barreaux, les larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Les yeux du vieil homme se tournèrent lentement vers elle, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, seulement une douleur infinie et une folie née de souffrances prolongées. Les ombres viennent, toujours les ombres, elles prennent nos os, nos pensées, tout. Amélie continua sa progression, chaque cellule révélant de nouvelles atrocités. Elle vit un homme dont les pieds avaient été mutilés pour l'empêcher de fuir, une femme dont les mains tremblaient violemment, conséquence de chocs répétés administrés pour le divertissement sadique de Michel. Un autre homme couvert de brûlures, des marques qui formaient presque un motif, comme si quelqu'un avait pris un plaisir pervers à les infliger méthodiquement. Et puis, dans une cellule au fond du couloir, elle le vit. Bernard Fournier, son grand-père bien-aimé, était recroquevillé dans un coin, son corps noble réduit à une forme brisée. Mais, contrairement aux autres, ses yeux étaient encore vifs, encore conscients, bien que remplis d'une douleur qui fit sangloter Amélie. « Grand-père » gémit-elle, ses mains agrippant les barreaux froids, « je suis venu te chercher. » Bernard leva péniblement la tête. Son visage était tuméfié, un œil presque fermé par l'enflure, ses lèvres fendues. Mais lorsqu'il reconnut sa petite fille, quelque chose s'alluma dans son regard, un mélange de joie et de terreur absolue. « Amélie, non, tu ne devrais pas être ici.
Sa voix n'était qu'un murmure rauque, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. « Si Michel te trouve, je ne pars pas sans toi, » déclara Amélie avec une détermination farouche, examinant la serrure de la porte. C'était un mécanisme complexe, et elle n'avait aucun outil pour le forcer. Son couteau ne servirait à rien contre ce métal épais. Elle entendit alors un son qui lui glaça le sang, des pas lourds résonnant dans un couloir adjacent, accompagnés de voix. Les gardes faisaient leur ronde. Elle n'avait que quelques secondes pour se cacher. Se précipitant dans l'ombre entre deux cellules, Amélie couvrit sa lanterne et retint son souffle. Deux hommes massifs apparurent, portant des torches et traînant quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'était un vieil homme qu'Amélie ne reconnut pas. À peine conscient, ses pieds raclant pathétiquement le sol, alors qu'il le tirait vers une section des caves qu'elle n'avait pas encore explorée. « Michel veut qu'on commence par les pieds cette fois », disait l'un des gardes, avec un rire cruel. « Il dit que ça les fait crier plus fort. C'est le 5e cette semaine, » répondit l'autre. « À ce rythme, on va manquer de place. T'inquiète pas pour ça. Une fois qu'il a fini avec eux, il les jette dans le puits abandonné à l'arrière de la propriété. Personne ne les retrouvera jamais. » Amélie dut se mordre le poing pour ne pas crier d'horreur. Un puits plein de cadavres. Combien de personnes avaient disparu? Combien de familles pleuraient leurs disparus sans savoir que leur corps reposait dans une fosse commune sur la propriété de Laurent Michel? Les gardes disparurent dans un tournant, leurs torches projetant des ombres dansantes qui semblaient se moquer de son impuissance. Amélie réalisa avec désespoir qu'elle ne pourrait jamais libérer son grand-père seul. Elle avait besoin d'aide, elle avait besoin de preuves, elle avait besoin de faire éclater la vérité au grand jour d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Elle retourna rapidement à la cellule de Bernard. « Grand-père, je reviendrai te chercher, je te le promets, mais d'abord je dois faire connaître au monde ce qui se passe ici. » Bernard secoua faiblement la tête. « Trop dangereux. Michel est trop puissant. Il possède tous les officiels. » « Non, alors je trouverai quelqu'un qu'il ne possède pas, » insista Amélie. « Il doit bien y avoir quelqu'un avec assez de courage ou de conscience pour agir. » Un bruit soudain lui fit lever les yeux avec terreur. Le garde à l'entrée se réveillait. Elle entendait ses jurons confus, alors qu'il réalisait qu'il s'était endormi pendant son service. Dans quelques instants, il inspecterait les couloirs. « Je t'aime, grand-père, » murmura Amélie, les larmes brouillant sa vision. « Tiens bon. » Elle s'élança dans le couloir, sa lanterne éteinte, se guidant avec ses mains sur les murs humides. Elle entendit le garde se lever, ses pas lourds se rapprochant. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Amélie atteignit les escaliers, juste au moment où la lumière de la torche du garde balayait le couloir derrière elle. Elle grimpa les marches aussi silencieusement que possible, chaque seconde semblant durer une éternité. Enfin, elle émergea dans le corridor de service où Célestine l'attendait, le visage pâle d'angoisse. « Venez, vite !» chuchota la cuisinière, la tirant par le bras. Elles traversèrent en courant, les cuisines maintenant désertes, les domestiques étant occupés à servir les invités de Michel dans la salle à manger. Quelques instants plus tard, Amélie se retrouva à l'extérieur, l'air frais de la nuit remplissant ses poumons comme une bénédiction. Mais elle ne se sentait pas soulagée. Comment le pourrait-elle, sachant ce qu'elle avait laissé derrière elle? Son grand-père et des dizaines d'autres âmes torturées, piégées dans un enfer souterrain, pendant que Laurent Michel et ses invités riaient et festoyaient au-dessus d'eux. Alors qu'elle courait à travers la plantation, se cachant des patrouilles de garde, une détermination de fer s'empara d'Amélie. Elle exposerait Laurent Michel. Elle détruirait son empire de cruauté. Peu importait ce qu'il lui en coûterait. Derrière elle, dans les profondeurs de la plantation, un cri perçant déchira la nuit, étouffé par la terre et la pierre, mais non moins réel, non moins atroce. C'était le son de l'humanité brisée, le son de la souffrance des anciens qui payaient le prix ultime pour la cupidité et la méchanceté d'un seul homme. Et quelque part dans l'obscurité, Laurent Michel levait son verre à ses invités, souriant de son sourire charmant, ce masque parfait cachant le monstre qu'il était vraiment.
D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Le lendemain matin, Amélie se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Les images de la nuit précédente hantant chacune de ses pensées. Le soleil entrait par sa fenêtre, mais sa lumière semblait obscène après ce qu'elle avait vu dans les ténèbres sous la plantation Michel. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner normalement alors qu'une telle horreur existait juste aux portes de Fort-de-France? Elle passa la matinée à réfléchir à sa prochaine action. Aller voir les autorités était inutile. Elles étaient toutes corrompues ou terrorisées par Michel. La presse locale était contrôlée par les mêmes hommes puissants qui profitaient du système esclavagiste. Mais Amélie se souvenait des paroles d'Étienne sur Célestine. Elle n'était pas la seule à avoir perdu quelqu'un dans les caves de Michel. Si elle pouvait rassembler suffisamment de témoignages, suffisamment de preuves, peut-être pourrait-elle créer une vague d'indignation que même Michel ne pourrait pas contenir. Elle devait trouver les familles de ceux qui avaient disparu, documenter chaque cas, construire un dossier si accablant que le silence deviendrait impossible. Amélie commença ses recherches discrètement. Elle rendait visite aux marchés, aux églises, partout où les gens de couleur libre et les anciens esclaves se rassemblaient. Elle parlait à voix basse, posait des questions prudentes sur les disparus, les parents âgés qui n'étaient jamais rentrés chez eux, les amis qui s'étaient volatilisés après avoir croisé le chemin de Laurent Michel. Ce qu'elle découvrit la horrifia encore plus que sa visite dans les caves. Les disparitions remontaient à des années. Michel avait perfectionné son système de terreur, et personne n'avait osé s'élever contre lui de peur de devenir la prochaine victime. Elle rencontra Justine, une femme qui avait perdu sa mère 3 ans auparavant. Elle avait 75 ans, raconta Justine, ses yeux emplis de larmes anciennes. Elle avait travaillé toute sa vie, était enfin libre. Et puis un jour, elle a critiqué Michel au marché pour sa façon de traiter ses travailleurs. Le lendemain, elle a disparu. J'ai cherché partout, j'ai supplié les autorités d'enquêter, mais personne ne voulait m'écouter. Il y avait François, dont le père avait été un forgeron respecté jusqu'à ce qu'il refuse de fournir des chaînes à Michel. Ils l'ont pris de notre maison en pleine nuit, expliqua François, sa voix tremblant de rage contenue. 6 hommes sont venus, l'ont arraché de son lit. Ma mère a essayé de les arrêter, ils l'ont frappé. Mon père avait 68 ans. Je ne l'ai jamais revu. Chaque histoire ajoutait une pièce au puzzle macabre. Michel ne se contentait pas de torturer les esclaves âgés de sa propre plantation. Il enlevait également des personnes libres. Quiconque osait le défier ou simplement représentait ce qu'il détestait le plus. La dignité dans la vieillesse, la sagesse qui venait avec l'âge, le respect que la société devrait accorder à ses anciens. Étienne avait raison. Laurent Michel vouait une haine pathologique aux personnes âgées. Pour lui, elle représentait l'improductivité, l'inutilité, tout ce qu'il méprisait dans son obsession malade pour le profit et le pouvoir. Mais sa cruauté allait au-delà de la simple exploitation économique. C'était personnel, presque intime dans sa méchanceté. Pendant ce temps, dans les caves sous la plantation, une autre dynamique se déroulait, une histoire de résistance et de solidarité que même Michel ne pouvait pas complètement écraser. Dans la cellule voisine de celle de Bernard, vivait un homme nommé Augustin. Il avait 74 ans et avait passé 40 ans dans les champs de canne de Michel avant que ses genoux ne cèdent et que son dos se voûte trop pour continuer. Au lieu de lui accorder un repos qu'il avait plus que mérité, Michel l'avait fait descendre dans les caves, il y a 8 mois. Mais Augustin n'avait pas perdu son esprit ou son humanité. Malgré les coups, malgré les privations, malgré les tortures psychologiques conçues pour briser sa volonté, il trouvait encore des moyens de communiquer avec les autres prisonniers, de leur offrir des mots de réconfort dans l'obscurité. La nuit qui suivit la visite d'Amélie, Augustin chuchota à travers le mur de pierre qui séparait sa cellule de celle de Bernard. « Votre petite fille est courageuse. J'ai entendu les gardes en parler. Ils ne savent pas qu'elle était là, mais ils ont trouvé la porte de la cave légèrement entr'ouverte. » Bernard, encore endolori des coups qu'il avait reçus plus tôt dans la journée, répondit d'une voix faible. « Elle est trop courageuse. J'ai peur pour elle. Michel découvrira qu'elle était ici. Et alors,
Alors elle fera ce qu'aucun de nous n'a pu faire, intervint une autre voix, celle de Marianne, une femme de 67 ans, enfermée de l'autre côté du couloir. Elle racontera notre histoire, elle exposera ce monstre. Marianne avait été une guérisseuse respectée avant son enlèvement. Michel l'avait prise après qu'elle ait refusé de mentir pour lui concernant la cause de décès d'un esclave que ses gardes avaient battu à mort. Dans les caves, elle était devenue une sorte de figure maternelle pour les autres prisonniers, utilisant ses connaissances limitées pour soigner leurs blessures du mieux qu'elle pouvait avec les maigres ressources disponibles. La question, dit Augustin, est de savoir combien de temps nous pouvons tenir. Michel devient de plus en plus cruel. Ses expériences, il ne termina pas sa phrase. Ils savaient tous ce qu'il voulait dire. Laurent Michel ne se contentait pas de battre et d'affamer ses prisonniers. Il effectuait des expérimentations, testant les limites de ce que le corps humain pouvait endurer. Combien de temps quelqu'un pouvait-il rester sans eau? Quelle quantité de douleur avant que l'esprit ne se brise complètement? Comment différentes formes de torture affectaient-elles des corps déjà affaiblis par l'âge? C'était une cruauté scientifique, méthodique, qui rendait ces actes encore plus monstrueux. Michel tenait des registres, notant ses observations dans des carnets qu'il conservait dans son bureau. Ces documents auraient été des preuves accablantes, mais ils étaient gardés sous clé, accessibles seulement à lui et à son assistant le plus proche, un homme nommé Raphaël Desmarais, qui partageait le goût de son maître pour la cruauté. Dans un coin particulièrement sombre des caves, une section que même Amélie n'avait pas vue lors de sa visite, se trouvait ce que Michel appelait sa chambre d'étude. C'était là qu'il emmenait ses victimes pour ses expériences les plus horribles. Les murs étaient couverts de taches brunes, du sang séché de dizaines de personnes. Des instruments de torture tapissaient les étagères, des pinces, des lames, des dispositifs conçus pour infliger une douleur maximale sans causer la mort immédiate. Sur une table au centre de la pièce reposait le carnet actuel de Michel, ouvert sur une page décrivant ses dernières observations. L'écriture était soignée, presque élégante, un contraste grotesque avec les horreurs qu'elle décrivait. Sujet numéro 47, femme, approximativement 70 ans. Résistance remarquable à la privation de nourriture. Jour 12 sans nourriture solide. Les hallucinations ont commencé au jour 9. Application de stimuli douloureux pour tester si la faim augmente la sensibilité à la douleur. Résultat, la douleur semble moins ressentie dans un état de famine avancée, possiblement dû à l'engourdissement général du système nerveux. Sujet numéro 51. Homme, environ 68 ans, ancien forgeron, musculature encore développée malgré l'âge. Tester la réponse au froid extrême. Immergé dans l'eau froide pendant des périodes croissantes. Jour 1, 15 minutes. Jour 3, 30 minutes. Le sujet a développé une pneumonie au jour 5, décédé au jour 7. Note, les sujets plus âgés présentent une résistance diminuée aux maladies respiratoires induites. Ces notes continuaient sur des pages et des pages, un catalogue de souffrances documenté avec la froideur clinique d'un scientifique, mais motivé par la cruauté pure d'un sadique. Pendant ce temps, au-dessus, la vie quotidienne de la plantation continuait. Les esclaves plus jeunes travaillaient dans les champs, ignorant pour la plupart ce qui se passait sous leurs pieds, bien que des rumeurs circulaient en murmures effrayés. Les plus anciens parmi eux savaient cependant, ils voyaient leurs aînés disparaître et comprenaient que le même sort les attendait un jour. C'était cette terreur qui rendait le système de Michel si efficace. Les travailleurs se poussaient au-delà de leurs limites, cachaient leurs douleurs et leurs maladies, faisaient tout pour paraître jeunes et vigoureux, car montrer des signes de faiblesse ou de vieillesse signifiait une descente dans les caves. Mais, même dans cet environnement de peur écrasante, il y avait des actes de résistance subtils. Les esclaves plus jeunes partageaient secrètement leur portion de nourriture avec les plus âgés pour les garder forts. Ils accomplissaient discrètement les tâches que leurs aînés ne pouvaient plus gérer. Et la nuit, dans leur quartier, ils écoutaient les histoires des anciens, préservant leur sagesse et leur mémoire, créant une résistance culturelle
contre l'effacement que Michel tentait d'imposer. Il y avait Thomas, 28 ans, qui avait grandi en écoutant les récits de son grand-père sur l'Afrique, sur leur héritage, sur qui ils étaient avant d'être réduits en esclavage. Quand son grand-père avait été emmené dans les caves, Thomas avait juré de ne jamais oublier ces histoires. Chaque soir, il les répétait à voix basse aux autres, gardant vivante la mémoire de son grand-père, même si l'homme lui-même était piégé dans l'obscurité. Il y avait Isabelle, 32 ans, qui avait appris les chants traditionnels de sa grand-mère. Ces chants portaient des messages codés, des histoires de résistance, des prières pour la liberté. Même après que sa grand-mère ait disparu dans les caves, Isabelle continuait à chanter, transmettant ses mélodies à ses propres enfants, un acte de défiance culturelle que Michel ne pouvait pas complètement supprimer. Ces jeunes esclaves savaient qu'un jour, ils deviendraient eux-mêmes vieux. Ils savaient que leur force finirait par s'épuiser, que leur corps finirait par succomber aux décennies de labeur brutal. Et ils savaient quel sort les attendait. Mais en honorant leurs aînés, en préservant leurs enseignements, ils refusaient de laisser Michel les réduire à de simples unités de production jetables. Dans les caves, les anciens prisonniers avaient développé leur propre système de soutien. Augustin, avec sa voix forte malgré son emprisonnement, dirigeait souvent des chants à travers les murs, des hymnes de résilience qui remontaient le moral de tous. Marianne utilisait les rares moments où les gardes étaient distraits pour passer de petites portions de nourriture qu'elle avait économisées aux plus faibles à travers les barreaux. Bernard, malgré ses propres souffrances, racontait des histoires, des récits de sa jeunesse, des leçons de vie, des réflexions philosophiques qui aidaient les autres à garder leur esprit vif. Notre humanité, disait-il souvent, n'est pas dans notre force physique, mais dans notre capacité à nous soucier les uns des autres, même ici, même maintenant. Un soir, peu après la visite d'Amélie, un nouveau prisonnier fut amené dans les caves. C'était un homme nommé Henri, 65 ans, qui avait été un enseignant clandestin, apprenant aux enfants esclaves à lire et à écrire en secret. Michel avait découvert ses activités et avait décidé de faire de lui un exemple. Henri était en état de choc, ses yeux écarquillés par l'horreur de sa nouvelle réalité. Mais avant que le désespoir ne puisse s'emparer de lui, les voix des autres prisonniers s'élevèrent dans l'obscurité. « Bienvenue parmi nous, frère !» appela Augustin. « Nous sommes désolés que tu sois ici, mais tu n'es pas seul. Nous sommes une famille ici, » ajouta Marianne. « Nous nous soutenons mutuellement. Ton courage en enseignant à nos enfants ne sera pas oublié, » promit Bernard. « Ton sacrifice a de la valeur, même si Michel essaie de nous convaincre du contraire. » Ces mots simples, prononcés dans les ténèbres, apportèrent des larmes aux yeux d'Henri. Non pas des larmes de désespoir, mais des larmes de gratitude, de savoir qu'il avait trouvé de la solidarité même dans l'enfer. C'était cette résilience collective que Michel ne pouvait pas comprendre, et donc ne pouvait pas détruire complètement. Il pouvait briser les corps, mais les esprits reliés par la compassion et le respect mutuel restaient plus forts que ces chaînes. Pendant ce temps, Amélie intensifiait ses efforts. Elle avait rassemblé les témoignages de 15 familles jusqu'à présent, toutes ayant perdu des proches âgés dans des circonstances suspectes liées à Michel. Elle documentait chaque détail, créant un dossier que même les autorités corrompues auraient du mal à ignorer. Mais elle savait qu'elle avait besoin de plus que des témoignages. Elle avait besoin de preuves physiques, quelque chose d'indéniable. Les carnets de Michel seraient parfaits, mais comment pourrait-elle les obtenir ? Son bureau était dans la grande maison, gardé en permanence. C'est alors qu'Étienne lui apporta une information cruciale. « Il y a un homme », dit-il lors d'une de leurs rencontres secrètes. « Raphaël Desmarais, l'assistant de Michel. Il est aussi cruel que son maître, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Il a une sœur, Sophie, qui vit en ville. Michel a menacé de lui faire du mal si Raphaël ne le servait pas fidèlement. » Les yeux d'Amélie s'éclairèrent avec une idée dangereuse. Si elle pouvait atteindre Sophie, si elle pouvait la convaincre d'aider son frère à se retourner contre Michel, peut-être aurait-il une chance d'obtenir ces carnets incriminants. Mais approcher Sophie serait risqué. Michel avait probablement des espions partout.
Un faux pas et non seulement Amélie serait capturée, mais elle mettrait également en danger tous ceux qui l'avaient aidée. Cette nuit-là, Amélie ne dormit presque pas, pesant les risques contre l'urgence de la situation. Chaque jour qui passait était un jour de plus où son grand-père et les autres souffraient dans ses caves. Chaque jour était un jour où Michel pouvait décider qu'un de ses prisonniers n'était plus utile pour ses expériences et le faire disparaître définitivement dans le puits abandonné. Elle pensa aux voix qu'elle avait entendues dans les caves, aux gémissements de douleur, aux sanglots étouffés. Elle pensa à Théophile, le professeur, réduit à une coquille vide, marmonnant des incohérences. Elle pensa à tous ceux dont les noms elle ne connaissait même pas, les anciens esclaves dont les familles ne savaient même pas qu'ils avaient disparu, car qui se souciait de la disparition d'un vieil esclave? Non, décida-t-elle, elle devait agir. Le risque en valait la peine, pour son grand-père, pour tous les anciens qui souffraient, pour s'assurer que Laurent Michel paie pour ses crimes monstrueux. Alors que l'aube se levait sur Fort-de-France, peignant le ciel de rose et d'or, Amélie Fournier se prépara pour la phase suivante de son plan dangereux. Elle ne savait pas encore qu'elle était observée, que Michel avait déjà entendu des murmures sur une jeune femme posant trop de questions sur les disparus. Le piège se refermait, mais la question restait, qui serait pris en premier? Dans les caves, Bernard Fournier priait pour la sécurité de sa petite fille, ignorant que le monstre au-dessus d'eux préparait déjà sa prochaine série d'horreurs, et qu'Amélie figurait désormais sur sa liste. Sophie Desmarais vivait dans une petite maison modeste à la périphérie de Fort-de-France. À 30 ans, elle était une couturière talentueuse qui gagnait sa vie en confectionnant des vêtements pour les familles de classe moyenne de la ville. Peu de gens savaient qu'elle était la sœur de Raphaël Desmarais, l'assistant cruel de Laurent Michel, et c'était exactement comme elle le voulait. Amélie avait observé la maison de Sophie pendant 2 jours avant de finalement décider de l'approcher. Elle choisit un après-midi où elle vit Sophie travailler seule dans son atelier, les rideaux tirés pour bloquer la chaleur du soleil martiniquais. Frappant doucement à la porte, Amélie attendit, son cœur battant d'anticipation et de peur. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme au visage fatigué, aux yeux qui avaient vu trop de souffrance pour quelqu'un de si jeune. « Mademoiselle Desmarais, » commença Amélie. « Je m'appelle Amélie Fournier. J'ai besoin de votre aide concernant votre frère. » Le visage de Sophie se ferma immédiatement, la peur traversant ses traits. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, partez. » « Attendez, » supplia Amélie, mettant son pied dans la porte avant que Sophie ne puisse la fermer. « Je sais que vous avez peur, je sais que Michel vous menace, mais j'ai aussi vu ce que lui et votre frère font dans ces caves. Mon grand-père est là-bas en ce moment, en train d'être torturé. Combien de temps avant que Michel décide que vous êtes un risque et vous y envoie aussi ?» Sophie hésita, ses mains tremblant sur la poignée de la porte. Finalement, elle recula et fit signe à Amélie d'entrer rapidement, jetant un coup d'œil nerveux dans la rue pour s'assurer que personne ne les avait vus. À l'intérieur, Sophie s'effondra sur une chaise, son visage dans ses mains. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. « Michel ne menace pas en l'air. Il m'a montré ce qu'il fait aux gens. Il m'a emmené dans ses caves une fois, il y a 2 ans, juste pour que je sache ce qui m'arriverait si Raphaël me trahissait ou si j'essayais de fuir. » Amélie s'assit en face d'elle, sa voix douce mais urgente. « Racontez-moi tout ce que vous savez. » Et Sophie parla. Ce qu'elle révéla dépassa même les pires cauchemars d'Amélie. « Mon frère n'a pas toujours été comme ça, » commença Sophie, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Nous étions orphelins, élevés dans un hospice géré par des religieuses. Raphaël était gentil, protecteur, mais quand il avait 15 ans et moi 13, il a été vendu comme domestique à un planteur. J'ai été placée comme servante chez une famille en ville. Nous avons été séparés pendant des années. » Elle s'essuya les yeux, avec un mouchoir brodé, ses mains tremblantes. « Quand nous nous sommes retrouvés, Raphaël avait changé. Le planteur qu'il servait était brutal, le battait régulièrement. Pour survivre, Raphaël a appris à être plus cruel que son maître. Il a appris que la seule façon de ne pas être une victime était de devenir un bourreau. Puis, Laurent Michel l'a remarqué.
Michel cherchait quelqu'un sans scrupules, quelqu'un qui ferait n'importe quoi sans poser de questions. Il a offert à Raphaël un poste, un salaire généreux et... Sophie hésita, sa voix se brisant. Et il m'a offerte comme garantie de la loyauté de Raphaël. « Mais que voulez-vous dire ?» demanda Amélie, bien qu'elle craignait déjà de connaître la réponse. « Michel a acheté mon contrat de servitude », expliqua Sophie. « Légalement, je lui appartiens. Il pourrait faire de moi ce qu'il veut à tout moment. C'est comme ça qu'il contrôle Raphaël. Tant que mon frère fait ce que Michel demande, je reste libre, je peux vivre ma vie. Mais si Raphaël désobéit, Amélie sentit la nausée monter en elle. « Et vous, Sophie, que voulez-vous » Sophie leva les yeux, et dans son regard, Amélie vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, une rage froide et déterminée. « Je veux que ce monstre meure » siffla-t-elle. « Je veux qu'il paie pour tout ce qu'il a fait, pas seulement à moi et à Raphaël, mais à tous ceux qu'il a détruits. »« Alors, aidez-moi » pressa Amélie. « Aidez-moi à obtenir ces carnets, ces registres. Aidez-moi à exposer ces crimes d'une manière que personne ne pourra ignorer. » Sophie secoua la tête violemment. « Vous ne comprenez pas. Ces carnets, ils ne sont pas seulement les notes d'un fou sadique. » Elle se leva, marchant vers une armoire cachée derrière un rideau. Elle en sortit un document plié, jauni par le temps. « Il y a 3 ans, dit-elle en tendant le document à Amélie, j'ai accidentellement entendu une conversation entre Michel et plusieurs autres planteurs. Ils parlaient d'un projet, quelque chose de plus grand que les tortures individuelles dans les caves. J'ai réussi à voler ceci dans le bureau de Michel pendant qu'il était ivre une nuit. » Amélie déplia le document, et ce qu'elle lut la glaça jusqu'aux os. C'était une proposition détaillée, adressée au gouverneur colonial et à plusieurs autres officiels de haut rang. Le titre seul était révoltant. Proposition pour l'élimination systématique des éléments improductifs de la population servile. Le document détaillait un plan pour étendre le système de Michel à travers toute la Martinique. Il argumentait qu'en retirant systématiquement les esclaves âgés et malades et en utilisant leur élimination comme outil de terreur, la productivité globale augmenterait de façon significative. Michel proposait même de créer des centres de traitement régionaux où les éléments improductifs de plusieurs plantations pourraient être gérés de manière centralisée. Le langage était clinique, bureaucratique, mais le contenu était génocide pur et simple. Michel ne torturait pas juste pour son plaisir sadique personnel, enfin, pas seulement. Il construisait un modèle qu'il espérait vendre à l'ensemble du système colonial, transformant sa cruauté en politique officielle. Est-ce que... La voix d'Amélie tremblait. Est-ce que ce plan a été accepté? Pas officiellement, répondit Sophie. Du moins, pas encore. Le gouverneur était intéressé, mais hésitant. Il a demandé à Michel de continuer ses expériences pour prouver l'efficacité du système. C'est pourquoi les enlèvements ont augmenté ces derniers mois. Michel rassemble des données pour présenter un rapport complet. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Amélie se sentit défaillir. Ce n'était pas juste son grand-père en jeu. C'était potentiellement des milliers, des dizaines de milliers de personnes âgées à travers toute la Martinique et possiblement d'autres colonies si le plan de Michel était adopté comme modèle. « Il y a plus », continua Sophie, sa voix devenant presque un murmure. « Les carnets de Michel, ils ne contiennent pas que ses observations sur les tortures, ils contiennent aussi les noms. » « Les noms ?» répéta Amélie, « les noms de tous ceux qui soutiennent son plan. Des officiels, des planteurs, des marchands, même des membres du clergé. Certains fournissent un soutien financier, d'autres offrent des sujets de leur propre propriété pour les expériences de Michel. Et certains viennent pour regarder. » L'estomac d'Amélie se retourna. « Regarder ?» Sophie hocha la tête, des larmes fraîches coulant sur son visage. Michel organise ce qu'il appelle des démonstrations pour ses investisseurs potentiels. Il les emmène dans les caves, leur montre ses méthodes, leur prouve l'efficacité de la terreur qu'il inspire. Raphaël a dû assister à plusieurs de ces événements. Ça le détruit de l'intérieur, mais il ne peut rien faire.
Amélie resta silencieuse un long moment, essayant d'absorber l'ampleur de l'horreur. Ce n'était pas juste un homme fou agissant seul, c'était une conspiration, un réseau de personnes puissantes qui voyaient les anciens comme des ressources à exploiter puis à éliminer. « Nous devons obtenir ces carnets », dit finalement Amélie avec une détermination renouvelée. « Et nous devons les rendre publics d'une manière qui implique tous ceux qui sont nommés dedans. » « Comment ?» demanda Sophie désespérément. Michel garde ses carnets sous clé dans son bureau. Même Raphaël n'y a pas accès seul. Et même si vous les obteniez, où iriez-vous avec eux? Les autorités locales sont toutes compromises. Amélie réfléchit intensément. Connaissez-vous le père Augustin Leclerc? Sophie hocha la tête. Le prêtre abolitionniste? J'ai entendu parler de lui. Il prêche contre l'esclavage malgré les menaces. Mon grand-père le connaissait, dit Amélie. Il disait que le père Leclerc avait des contacts avec des groupes abolitionnistes en France métropolitaine, des gens qui pourraient faire pression sur le gouvernement colonial de l'extérieur. Si nous pouvions obtenir ces carnets et les faire parvenir au père Leclerc. C'est dangereux, avertit Sophie. Si Michel découvre que nous complotons contre lui, il va me découvrir de toute façon, interrompit Amélie. J'ai posé trop de questions, rassemblé trop de témoignages. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'apprenne ce que je fais. Notre seule chance est d'agir vite, de frapper avant qu'il ne puisse réagir. Sophie prit une profonde inspiration. D'accord, laissez-moi parler à Raphaël. Il y a peut-être encore une part de l'homme qu'il était autrefois quelque part en lui. Peut-être que si je lui dis qu'il a une chance de se racheter, de sortir de sous le contrôle de Michel, c'est risqué, dit Amélie. Et s'il vous trahit auprès de Michel? C'est mon frère, répondit Sophie simplement. Je dois croire qu'il y a encore du bon en lui, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour me protéger, pas parce qu'il aime vraiment la cruauté. Elles convinrent d'un plan. Sophie arrangerait une rencontre secrète avec Raphaël dans 2 jours. Pendant ce temps, Amélie continuerait à documenter les cas de disparition et prendrait contact avec le père Leclerc pour le préparer à recevoir l'épreuve. Mais ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Laurent Michel était déjà au courant de leurs activités. Un de ses espions les avait vus entrer dans la maison de Sophie. Et maintenant, Michel préparait son propre plan. Un plan qui utiliserait leur complot contre lui pour les piéger toutes les deux, et finalement éliminer toute menace à son empire de terreur. Cette nuit-là, dans les caves, Bernard et les autres prisonniers sentirent un changement dans l'atmosphère. Les gardes étaient plus nerveux, parlaient en murmures urgents. Quelque chose se préparait, quelque chose de grand. « Ils vont faire quelque chose », murmura Augustin à travers le mur. « Je peux le sentir, ils préparent quelque chose. »« Priez », répondit Marianne depuis sa cellule. « Priez pour que cette jeune fille courageuse réussisse avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. » Dans son bureau luxueux, Laurent Michel sirotait du cognac français et étudiait un plan détaillé de Fort-de-France étalé sur sa table. Des marques rouges indiquaient les maisons de tous ceux qui avaient parlé à Amélie Fournier. Des notes, dans la marge, détaillaient comment il traiterait chacun d'entre eux une fois qu'il aurait éliminé la menace principale. « Demain », murmura-t-il à lui-même, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Nous verrons si cette petite Fournier est aussi courageuse face à la vraie terreur. Il prit un autre carnet, celui qu'il gardait toujours avec lui, et commença à écrire « Sujet numéro 73, femme, 23 ans, Amélie Fournier. Projet d'étude. Comment une personne élevée dans le confort et la sécurité réagit-elle lorsqu'elle est confrontée aux conditions qu'elle a cherché à exposer? Combien de temps avant que sa détermination ne se transforme en supplication? » Il traça soigneusement des diagrammes montrant les différentes méthodes qu'il avait l'intention d'utiliser, notant méticuleusement chaque étape de son plan sadique. Pour Michel, même la vengeance était une expérience à documenter. Mais ce que Laurent Michel ne savait pas, c'est que le complot contre lui était bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Raphaël Desmarais, l'homme sur lequel il comptait le plus, était sur le point de prendre une décision qui changerait tout. Quand Sophie rencontra son frère dans une chapelle abandonnée à la périphérie de la ville, elle vit immédiatement la tourmente dans ses yeux.
Raphaël Desmarais n'était plus le jeune homme protecteur de leur enfance, mais il n'était pas non plus le monstre sans âme que Michel avait essayé de créer. Il était quelque chose entre les deux, un homme brisé, hanté par ce qu'il avait fait, déchiré entre sa conscience et sa peur. « Sophie, » murmura-t-il en la voyant, ses mains tremblant visiblement, « tu ne devrais pas être ici. Si Michel l'apprend, Michel sait déjà. » Coupa Sophie. Il a des espions partout. Nous sommes probablement déjà condamnés. La seule question est de savoir si nous mourrons en lâches ou si nous faisons enfin quelque chose de bien. Elle lui raconta tout. La visite d'Amélie, le plan pour exposer Michel, l'opportunité de se racheter pour tous les crimes horribles auxquels il avait participé. Raphaël s'effondra sur un banc de la chapelle, son visage entre ses mains. « Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait faire », sanglota-t-il. « Les choses que j'ai vues, les choses que j'ai aidé à accomplir. J'ai des rêves chaque nuit, les visages des victimes, leurs cris. Je ne peux plus continuer comme ça. »« Alors, arrête », dit Sophie fermement. « Aide-nous à mettre fin à tout cela. » Raphaël leva les yeux vers sa sœur, et dans ce regard, elle vit la décision se former. « Il y a une chose que tu dois savoir, » dit-il lentement. Quelque chose que même Amélie Fournier ne sait pas, quelque chose qui rendra tout cela encore plus horrible quand ce sera révélé. « Quoi ?» demanda Sophie, son cœur se serrant d'appréhension. Raphaël prit une profonde inspiration. Laurent Michel n'agit pas seul, et ce n'est pas juste une question de profit ou de productivité. Il y a quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus tordu. Il hésita, puis continua. Michel avait un père, Georges Michel, qui était autrefois un des hommes les plus respectés de Fort-de-France. Mais dans sa vieillesse, Georges est devenu sénile, a commencé à donner sa fortune aux pauvres, à critiquer publiquement le système esclavagiste. Sophie sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Qu'est-il arrivé à Georges Michel? Laurent l'a tué, révéla Raphaël, sa voix à peine audible. Il a empoisonné son propre père lentement sur plusieurs mois, le faisant passer pour une mort naturelle, due à la vieillesse. Mais avant de mourir, Georges a souffert atrocement. Et Laurent a adoré chaque instant. Il a découvert qu'il prenait du plaisir à voir son père vieillissant souffrir. Les pièces du puzzle tombaient en place avec une clarté horrifiante. Alors toute sa haine des personnes âgées, murmura Sophie. Toutes ces tortures. Mais c'est une répétition sans fin du meurtre de son père, termina Raphaël. Chaque vieil homme dans ses caves est son père. Chaque torture est un moyen pour lui de rejouer encore et encore ce qu'il considère comme son plus grand triomphe, avoir tué l'homme qu'il avait engendré et avoir échappé à toute conséquence. Cette révélation ajoutait une dimension encore plus sombre à l'horreur déjà inimaginable. Laurent Michel n'était pas seulement un exploiteur cruel, cherchant à maximiser les profits. Il était un patricide qui avait transformé son crime en un système de torture ritualisé, projetant sa haine pathologique de son propre père sur tous les anciens qu'il pouvait capturer. « Il faut arrêter ça », dit Sophie avec une détermination renouvelée. « Il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise encore plus de vies. » Raphaël hocha la tête lentement. « Je vais vous aider. Je vais obtenir les carnets. Mais tu dois comprendre, une fois que je fais ça, ma vie est finie. Michel me tuera s'il me trouve. Et s'il ne me trouve pas, je devrai vivre avec la culpabilité de tout ce que j'ai fait sous ses ordres. »« Tu vivras, » dit Sophie, prenant les mains de son frère dans les siennes. « Mais tu vivras comme un homme qui a finalement choisi de faire ce qui est juste. Ce n'est pas l'absolution pour tout ce qui s'est passé, mais c'est un début. » Ils convinrent que Raphaël volerait les carnets dans 2 nuits, pendant une autre de ces démonstrations que Michel organisait pour ses investisseurs potentiels. Avec l'attention de Michel concentrée sur son spectacle macabre dans les caves, Raphaël aurait une fenêtre d'opportunité pour accéder au bureau et prendre les documents. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mais Michel, toujours un coup d'avance, avait déjà prévu cette possibilité.
Dans son esprit tordu, il voyait la trahison potentielle de Raphaël, non pas comme une menace, mais comme une opportunité, une chance de capturer tous ses ennemis en une seule opération brillante. Le piège était tendu. La question n'était plus si, mais quand il se refermerait et qui serait pris dedans. La nuit de la démonstration arriva enveloppée dans une humidité étouffante typique de la Martinique. Des nuages lourds cachés à la lune, plongeant Fort-de-France dans une obscurité qui semblait prémonitoire. Amélie, Sophie et Raphaël savaient que c'était leur seule chance. Après cette nuit, soit ils auraient les preuves nécessaires pour détruire Laurent Michel, soit ils seraient eux-mêmes détruits. Amélie avait passé les 2 jours précédents à finaliser son dossier de témoignage et à prendre contact avec le père Leclerc. Le prêtre abolitionniste, un homme dans la soixantaine aux cheveux blancs et aux yeux emplis de compassion, avait été horrifié par ce qu'elle lui avait raconté. Il avait confirmé qu'il avait des contacts à Paris, des membres de la Société pour l'abolition de l'esclavage, qui pourraient faire pression sur le gouvernement français si des preuves tangibles leur étaient présentées. Mais ces preuves doivent être indéniables, avait-il averti. Des témoignages peuvent être contestés, des témoins intimidés ou discrédités. Vous avez besoin des carnets de Michel lui-même, de ses propres mots documentant ses crimes. Maintenant, alors que la nuit tombait et que les invités de Michel commençaient à arriver à la plantation, Raphaël se préparait à sa trahison. Il avait passé la journée à agir normalement, assistant Michel dans ses préparatifs pour la soirée, tout en répétant mentalement chaque étape de son plan. La grande maison coloniale brillait de lumière, mais c'était une lumière qui cachait plutôt qu'elle ne révélait. Les invités, 8 hommes au total, tous des propriétaires terriens prospères et un officiel colonial, riaient et buvaient du champagne dans le salon, inconscients ou indifférents, au fait qu'à quelques mètres sous leurs pieds, des êtres humains souffraient dans des conditions inimaginables. Laurent Michel se déplaçait parmi ses invités avec la grâce d'un aristocrate né, jouant le rôle du parfait hôte. Il portait un costume impeccablement taillé, ses cheveux soigneusement peignés, son sourire chaleureux et engageant. Personne n'aurait pu deviner, en le regardant, la monstruosité qu'il était vraiment. « Messieurs, annonça-t-il finalement, levant son verre, je vous remercie d'être venus ce soir. Comme promis, je vais vous montrer les résultats de mes recherches, les données qui prouvent que mon système peut révolutionner la gestion de nos propriétés. » Les invités échangèrent des regards excités. Ils étaient venus pour voir quelque chose de spécial, quelque chose que Michel avait promis changerait leur façon de voir le problème des esclaves vieillissants. Michel fit signe à Raphaël, qui se tenait dans un coin, son visage soigneusement neutre, malgré la tourmente intérieure qui le consumait. « Raphaël, si tu veux bien conduire nos invités aux installations. » C'était le moment. Pendant que Raphaël emmenait les invités dans les caves, Michel resterait en haut quelques minutes pour préparer la présentation finale. C'était la fenêtre dont Raphaël avait besoin pour accéder au bureau. Mais alors que Raphaël se tournait pour guider les invités, Michel ajouta avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Et Raphaël, assure-toi que tout est prêt. Nous avons une surprise spéciale pour nos invités ce soir, quelque chose d'inoubliable. » Un frisson parcourut Raphaël. Quelque chose dans le ton de Michel le troublait, mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir. Il devait agir maintenant. Il conduisit les invités par les escaliers secrets qui menaient aux caves, écoutant leurs commentaires excités alors qu'ils descendaient dans les ténèbres. Ces hommes, ces piliers supposés de la société coloniale, anticipaient le spectacle de la souffrance humaine comme s'ils allaient au théâtre. Une fois qu'il les eut installés dans une grande salle que Michel avait aménagée spécialement pour ces démonstrations, une salle avec des gradins en pierre d'où ils pourraient observer les tortures comme s'ils regardaient une pièce de théâtre, Raphaël s'excusa sous prétexte de préparer les sujets pour la présentation. Son cœur battait sauvagement alors qu'il remontait rapidement les escaliers. Il savait exactement où Michel gardait les carnets, dans un coffre-fort derrière un portrait de son père dans le bureau. Ironique, pensa Raphaël, que Michel cache ses crimes les plus horribles derrière l'image de l'homme dont le meurtre avait commencé tout cela.
Il entra dans le bureau, fermant doucement la porte derrière lui. La pièce sentait le cigare et le cuir, une odeur qui lui rappellerait à jamais sa complicité dans les crimes de Michel. Ses mains tremblaient alors qu'il écartait le portrait, révélant le coffre-fort en métal. Michel lui avait confié la combinaison il y a des mois, un signe de la confiance que le planteur avait en son contrôle total sur Raphaël. Cette confiance était sur le point d'être trahie. Il tourna le cadran avec des doigts qui semblaient de plomb. Droite, gauche, droite encore. Le coffre s'ouvrit avec un clic qui lui sembla assourdissant dans le silence du bureau. À l'intérieur se trouvaient les carnets. 6 volumes épais, reliés en cuir, remplis de l'écriture soignée de Michel documentant des années d'horreur. À côté se trouvaient des liasses de documents, des lettres de co-conspirateurs, des registres financiers montrant qui avait investi dans son projet, et surtout, la liste complète des noms. Tous ceux impliqués dans le plan pour étendre le système de Michel à travers la Martinique. Raphaël commença à sortir les carnets, les empilant sur le bureau de Michel. C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. « Je savais que tu finirais par me trahir. » Raphaël se figea, puis se retourna lentement. Laurent Michel se tenait dans l'embrasure de la porte, un pistolet à la main, son expression calme et presque amusée. « Comment ?» commença Raphaël. « Comment je savais ?» Michel entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. « Mon cher Raphaël, je sais tout ce qui se passe à Fort-de-France. Je sais que ta sœur a rencontré la petite Fournier. Je sais qu'elles ont comploté. Je sais que tu as rencontré Sophie dans la vieille chapelle. Et je savais que ce soir, tu essaierais de voler mes carnets. » Le sang de Raphaël se glaça. « Sophie, tu ne lui as pas fait de mal. »« Pas encore, » répondit Michel avec un sourire cruel. « En fait, elle est actuellement en route vers ici avec mademoiselle Fournier, pensant qu'elle vienne récupérer les carnets que tu es censé avoir volés. Mes hommes les intercepteront dès leur arrivée. »« Non !» Raphaël fit un mouvement vers la porte, mais Michel leva son pistolet. « Je ne te tuerai pas, Raphaël. Ce serait trop facile, trop miséricordieux. Non, j'ai quelque chose de beaucoup plus éducatif prévu pour toi. » Michel sourit. Un sourire qui ne contenait aucune humanité. « Tu vois, mes invités en bas attendent une démonstration spéciale. Et maintenant, j'en ai 3 sujets parfaits. Toi, ta sœur et la courageuse mademoiselle Fournier. Vous voulez nous torturer devant vos invités ?» La voix de Raphaël tremblait, non pas de peur pour lui-même, mais de terreur pour Sophie. « Torture ?» Michel sembla considérer le mot. « C'est un terme si cru. Je préfère démonstration scientifique. Je vais montrer à mes investisseurs comment mon système brise même les plus forts, même ceux qui pensaient pouvoir me défier. Et je vais commencer par te faire regarder pendant que je travaille sur ta sœur. » À cet instant, des cris éclatèrent à l'extérieur de la maison. Michel fronça les sourcils, s'approchant de la fenêtre. Ce qu'il vit le fit pâlir pour la première fois de la soirée. Un groupe de personnes marchait vers la plantation, portant des torches. Mais ce n'étaient pas les hommes de Michel, c'étaient les habitants de Fort-de-France, des esclaves, des affranchis, des commerçants, même quelques propriétaires terriens plus petits qui avaient eu assez de la tyrannie de Michel. Et à leur tête marchait le père Leclerc, tenant haut une croix. « Comment ?» murmura Michel, sa confiance vacillant pour la première fois. Raphaël réalisa soudain ce qui s'était passé. Amélie n'avait jamais eu l'intention de venir seule à la plantation ce soir. Elle avait anticipé que Michel pourrait tendre un piège. Alors, elle avait mobilisé les masses, avait convaincu assez de personnes de se lever ensemble. Le pouvoir de Michel reposait sur la peur et l'isolement de ses victimes. Mais face à une foule unie, même sa cruauté avait des limites. Michel se retourna vers Raphaël, la rage déformant ses traits. « Tu m'as trahi pour rien, je les massacrerai tous. Mes gardes... » Vos gardes sont en infériorité numérique 10 contre 1, l'interrompit Raphaël, trouvant soudain du courage dans la panique de Michel. Et regardez, même certains d'entre eux déposent leurs armes. En effet, plusieurs des gardes de Michel, voyant la foule en approche et réalisant qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire, abandonnèrent leur poste.
Ils n'étaient pas des monstres comme Michel, ils étaient juste des hommes qui avaient fait de mauvais choix par peur ou avidité, et maintenant ils voyaient une chance de les rectifier. Michel, réalisant que son empire s'effondrait autour de lui, se précipita vers la porte, laissant tomber son pistolet dans sa panique. Mais Raphaël fut plus rapide. Il saisit Michel par le bras, le tirant en arrière avec une force née du désespoir et de la rédemption. « Non !» dit Raphaël fermement. « Vous allez faire face à ce que vous avez fait. » En bas, dans les caves, les invités de Michel avaient entendu le tumulte. Certains essayèrent de fuir, réalisant que leur crime était sur le point d'être exposé. Mais les membres de la foule qui avaient pénétré dans la plantation par les entrées de service les interceptèrent, les forçant à descendre dans les caves même où ils avaient anticipé regarder la souffrance des autres. Amélie et Sophie, qui avaient effectivement approché la plantation mais par un chemin différent, avaient rejoint la foule. Quand Amélie entra enfin dans les caves qu'elle avait visitées des jours auparavant, elle trouva les portes des cellules ouvertes, les prisonniers libérés par des membres de la foule qui avaient réussi à forcer les serrures. « Grand-père !» cria-t-elle, courant à travers les couloirs jusqu'à ce qu'elle trouve Bernard, soutenu par Augustin et Marianne, les trois anciens s'appuyant les uns sur les autres pour rester debout. Bernard leva les yeux vers sa petite fille, des larmes coulant sur son visage meurtri. « Amélie, tu l'as fait, tu les as tous amenés. Nous l'avons fait ensemble, » corrigea Amélie, embrassant délicatement son grand-père, consciente de ses nombreuses blessures. « Vous, les autres prisonniers, tous ceux qui ont partagé leurs histoires, qui ont trouvé le courage de se dresser. » Autour d'eux, d'autres familles se réunissaient avec leurs proches disparus. Les cris de joie se mêlaient aux sanglots de chagrin pour ceux qui avaient été trouvés trop tard, leur corps brisé au-delà de toute récupération, ou pour ceux qui avaient déjà été jetés dans le puits, leurs restes ne pouvant jamais être identifiés. Le père Leclerc descendit dans les caves, sa présence apportant un certain réconfort spirituel à ceux qui en avaient tant besoin. Mais même lui, qui avait vu tant de souffrances dans sa vie consacrée à lutter contre l'injustice, fut ébranlé par l'étendue de l'horreur révélée dans ces chambres souterraines. « Que Dieu nous pardonne » murmura-t-il, en voyant la chambre d'étude de Michel avec ses instruments de torture et ses murs tachés de sang. « Que Dieu nous pardonne d'avoir laissé cela se produire. » Raphaël traîna Laurent Michel dans les caves, forçant le planteur à faire face à la foule de ceux qui l'avaient torturé et de ceux qui les aimaient. Michel, confronté à la réalité de ses crimes et à la perte totale de son pouvoir, sembla se rétracter sur lui-même. L'arrogance et la confiance qui l'avaient défini s'évanouirent, révélant l'homme pathétique et brisé qu'il était vraiment. « C'était pour la science », marmonna-t-il faiblement, essayant une dernière fois de justifier l'injustifiable. « Pour comprendre, pour optimiser, pour satisfaire la haine que vous portiez envers votre propre père, » l'interrompit Raphaël durement, « pour rejouer sans fin le meurtre de Georges Michel. Ce n'était jamais pour la science ou le profit, c'était parce que vous êtes un homme malade qui a transformé son patricide en un système de torture ritualisé. » Cette révélation fit murmurer la foule avec choc et dégoût. Même ceux qui avaient connu la cruauté de Michel n'avaient pas compris la profondeur de sa pathologie. Le gouverneur colonial, alerté par le tumulte, arriva à la plantation avec un détachement de soldats. Il était venu avec l'intention d'arrêter les émeutiers, mais quand il vit l'étendue de ce qui avait été découvert, les caves remplies de victimes, les carnets documentant tout, la liste des co-conspirateurs qui incluait certains de ses propres officiels, il réalisa que supprimer cette affaire serait impossible. « Arrêtez Laurent Michel », ordonna-t-il finalement, sa voix fatiguée, « et tous ceux dont les noms figurent dans ces registres. » Pendant que les soldats emmenaient Michel et ses invités, Amélie se tourna vers les anciens prisonniers libérés. Ils avaient besoin de soins médicaux urgents, de nourriture, d'abris sûrs. Le père Leclerc avait déjà commencé à organiser l'aide, mobilisant son église et la communauté pour fournir le soutien nécessaire. Augustin, malgré son état affaibli, s'adressa à la foule rassemblée. « Ce qui s'est passé ici ne doit jamais être oublié. Nous devons raconter nos histoires, préserver nos témoignages
pour que les générations futures sachent ce que nous avons enduré et comment nous l'avons surmonté. Marianne ajouta, « Et nous devons continuer à nous battre. Michel n'était qu'un homme, mais le système qui lui a permis de prospérer existe toujours. L'esclavage lui-même, cette institution monstrueuse, doit être abolie. » Ces paroles résonnèrent à travers la foule, allumant une flamme de détermination. Ce qui avait commencé comme un effort pour sauver un homme, Bernard Fournier, était devenu un mouvement, un tournant dans la lutte contre l'injustice en Martinique. Alors que l'aube se levait sur Fort-de-France, peignant le ciel de roses et d'or, la vérité horrible de ce qui s'était passé sous la plantation Michel commençait à se répandre à travers l'île. Les carnets, maintenant entre les mains du père Leclerc, seraient envoyés à Paris où ils causeraient un scandale qui atteindrait les plus hauts niveaux du gouvernement français. Mais la bataille était loin d'être terminée. Les cicatrices physiques, mentales et émotionnelles de ce qui s'était passé dans ces caves hanteraient les survivants pour le reste de leurs jours. Et le système plus large, qui avait permis l'existence de monstres comme Michel, restait en place, nécessitant une lutte continue pour la justice et la dignité humaine. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où l'empire de terreur de Laurent Michel s'était effondré. Fort-de-France était une ville transformée, mais les cicatrices de ce qui s'était passé restaient profondément gravées dans son âme collective. Le procès de Laurent Michel et de ses co-conspirateurs était devenu un événement qui avait attiré l'attention de toute la Martinique et, grâce aux efforts du père Leclerc, de la France métropolitaine également. Les carnets de Michel, avec leurs descriptions cliniques d'horreur indicibles, avaient été publiés dans les journaux de Paris, causant une indignation qui força le gouvernement français à réexaminer ses politiques coloniales. Michel lui-même était devenu une coquille vide de l'homme arrogant qu'il avait été. Enfermé dans une cellule en attendant son exécution, ironiquement dans les mêmes caves où il avait torturé tant d'autres, il passait ses jours à marmonner des incohérences sur son père, incapable d'accepter que son empire de cruauté s'était effondré autour de lui. Bernard Fournier, bien que marqué à jamais par son épreuve, se rétablissait lentement. Les blessures physiques guériraient avec le temps, mais les blessures psychologiques étaient plus profondes. Il avait des cauchemars chaque nuit, se réveillant en sursaut, croyant être encore dans cette cellule humide et sombre. Mais il trouvait du réconfort dans le fait que son sacrifice n'avait pas été vain. Grâce à la documentation d'Amélie et aux témoignages des survivants, un mouvement abolitionniste vigoureux avait émergé en Martinique. Le père Leclerc travaillait sans relâche, utilisant les preuves des crimes de Michel pour argumenter que le système esclavagiste lui-même créait les conditions pour de telles atrocités. Amélie elle-même était devenue une figure importante dans ce mouvement. Elle avait compilé toutes les histoires des survivants dans un document complet qu'elle avait intitulé « Les voix des anciens, témoignages de terreur et de résilience à Fort-de-France ». Ce document circulait maintenant à travers les Antilles et en France, ouvrant les yeux de beaucoup sur les réalités brutales de l'esclavage. Mais le succès avait un prix. Amélie recevait des menaces régulières de ceux qui bénéficiaient du maintien du système esclavagiste. Elle ne pouvait pas marcher dans les rues sans regarder constamment par-dessus son épaule. Son père, André Fournier, bien que fier du courage de sa fille, vivait dans la peur constante pour sa sécurité. Raphaël Desmarais avait choisi un chemin différent. Après avoir témoigné contre Michel et révélé tout ce qu'il savait sur les co-conspirateurs, il avait quitté Fort-de-France. La culpabilité de ce qu'il avait fait sous les ordres de Michel était trop lourde à porter. Il avait dit à Sophie qu'il allait essayer de trouver une sorte de rédemption, peut-être en rejoignant des groupes abolitionnistes ailleurs dans les Antilles. Sophie, de son côté, était restée à Fort-de-France. Elle avait transformé sa maison en un refuge pour les anciens esclaves, qui avaient été libérés des caves de Michel, mais qui n'avaient nulle part où aller. Avec l'aide de Célestine et d'autres, elle fournissait nourriture, abri et soutien émotionnel à ceux qui en avaient tant besoin.
Augustin, Marianne et d'autres survivants des caves formaient maintenant le noyau d'un groupe de défense pour les personnes âgées dans la communauté esclave et affranchie. Ils partageaient leurs histoires, non pas pour choquer mais pour éduquer. Ils voulaient que le monde comprenne que la dignité n'avait pas de limite d'âge, que la sagesse des anciens était précieuse, et que maltraiter les personnes âgées était une violation de l'humanité fondamentale. Nous sommes les gardiens de la mémoire, disait souvent Augustin lors des rassemblements communautaires. Nous portons les histoires de générations. Quand nous sommes torturés, quand nous sommes tués, ce n'est pas seulement des individus qui sont perdus. C'est notre histoire collective, notre culture, notre connexion avec nos ancêtres. Ces mots résonnaient profondément, en particulier parmi les jeunes esclaves qui avaient vu leurs grands-parents et grands-mères disparaître dans les caves de Michel. Ils commençaient à voir leurs aînés sous un nouveau jour, non pas comme des fardeaux devenus trop vieux pour travailler, mais comme des trésors vivants de connaissances et d'expérience. Thomas, le jeune homme qui avait préservé les histoires de son grand-père, était devenu un conteur respecté. Chaque soir, des groupes se rassemblaient pour l'écouter raconter les récits que son grand-père lui avait transmis. Des histoires sur l'Afrique, sur la résistance, sur l'espoir. Son grand-père lui-même, miraculeusement, avait survécu aux caves et se tenait souvent à côté de Thomas pendant ses sessions, ajoutant des détails, corrigeant gentiment lorsque la mémoire de Thomas fléchissait. Isabelle continuait à chanter les chansons traditionnelles que sa grand-mère lui avait apprises, mais maintenant elle le faisait ouvertement, sans peur, et d'autres se joignaient à elle. Ces chants étaient devenus des hymnes de résistance, des déclarations que ni Michel, ni personne d'autre ne pouvait effacer leur culture et leur héritage. Le père Leclerc, vieillissant lui-même maintenant, mais plus déterminé que jamais, avait commencé à tenir des services spéciaux chaque dimanche pour honorer les anciens de la communauté. Il prêchait sur la valeur inhérente de chaque vie humaine, indépendamment de l'âge ou de la capacité productive, défiant directement la mentalité qui avait permis les atrocités de Michel. Cependant, tous les survivants n'avaient pas pu se rétablir. Théophile, le professeur qu'Amélie avait vu lors de sa première visite dans les caves, n'avait jamais retrouvé sa lucidité. Son esprit était irrémédiablement brisé par ce qu'il avait enduré. Il passait ses jours dans un asile géré par l'Église, perdu dans ses propres pensées fragmentées, un rappel permanent du prix psychologique de la cruauté de Michel. Il y avait d'autres comme lui, des personnes dont les corps avaient survécu, mais dont les esprits étaient restés piégés dans ces caves sombres. Marianne, avec ses compétences de guérisseuse, faisait de son mieux pour les aider. Mais elle reconnaissait humblement que certaines blessures étaient au-delà de sa capacité à guérir. « Nous devons vivre pour eux », disait-elle souvent en référence à ceux qui avaient perdu la raison ou leur vie. « Nous devons nous assurer que leur souffrance n'était pas vaine. » Et en effet, des changements se produisaient, bien que lentement. La pression de Paris, alimentée par le scandale des carnets de Michel, avait forcé le gouverneur colonial à mettre en place de nouvelles réglementations concernant le traitement des esclaves, en particulier les personnes âgées. Bien que ces réglementations soient souvent mal appliquées et facilement contournées, elles représentaient au moins une reconnaissance officielle que des abus avaient eu lieu. Plus significativement, plusieurs planteurs, choqués par ce qui avait été révélé ou craignant d'être associés au crime de Michel, avaient commencé à traiter leurs travailleurs plus humainement. Ce n'était pas de l'altruisme, c'était de l'intérêt personnel, une reconnaissance que le maintien de telles cruautés pouvait conduire à leur propre ruine, mais cela faisait néanmoins une différence dans les vies des individus. Étienne, le livreur qui avait initialement aidé Amélie, était devenu un intermédiaire important entre les différentes plantations et le mouvement abolitionniste. Ses livraisons lui donnaient accès à de nombreuses propriétés, et il utilisait cette position pour documenter discrètement les conditions de travail et pour transmettre des informations sur les abus aux activistes. « Nous créons un réseau », expliqua-t-il à Amélie lors d'une de leurs réunions. Des gens à travers toute l'île qui gardent un œil, qui documentent, qui signalent. Michel est peut-être tombé, mais nous ne pouvons pas nous reposer. Il y a d'autres comme lui,
peut-être pas aussi ouvertement monstrueux, mais cruel néanmoins. Ce réseau était devenu crucial. Plusieurs fois, des rapports d'Étienne et d'autres avaient permis d'intervenir avant que des situations ne dégénèrent au niveau de ce qui s'était passé avec Michel. Des esclaves âgés, dont les vies étaient en danger, avaient été achetés et affranchis par un fonds créé par le père Leclerc et soutenu par des donations de sympathisants abolitionnistes. Mais pour chaque succès, il y avait des rappels des limites de ce qu'ils pouvaient accomplir dans le cadre du système existant. L'esclavage lui-même restait légal. Les personnes noires, qu'elles soient esclaves ou libres, avaient des droits extrêmement limités. Les structures de pouvoir qui avaient permis à Michel de prospérer pendant si longtemps restaient largement intactes. Un après-midi, 6 mois après l'effondrement de l'empire de Michel, Amélie rendit visite aux ruines de la plantation. La grande maison avait été saisie par les autorités coloniales et restait vide, ses fenêtres regardant comme des yeux aveugles sur les champs de canne maintenant non entretenus. La propriété avait été mise en vente, mais personne ne voulait l'acheter, hantée qu'elle était par les horreurs qui s'y étaient déroulées. Amélie descendit dans les caves, maintenant ouvertes et vides. Des torches avaient été installées le long des couloirs, chassant l'obscurité qui avait autrefois régné ici. Mais même avec la lumière, l'endroit conservait une atmosphère oppressante, les murs semblant murmurer les échos de la souffrance qu'ils avaient contenue. Elle marcha lentement à travers les couloirs, s'arrêtant devant chaque cellule. Dans sa main, elle tenait une liste, les noms de tous ceux qui avaient été emprisonnés ici, compilés à partir des carnets de Michel et des témoignages des survivants. Certains noms étaient suivis de la mention « survivants ». Beaucoup trop étaient suivis de « décédés » ou « disparus ». Dans la cellule où son grand-père avait été détenu, Amélie s'agenouilla et alluma une bougie. C'était devenu un rituel pour elle, venir ici, allumer des bougies, dire des prières pour ceux qui avaient souffert. D'autres avaient commencé à faire de même, transformant lentement ces caves d'horreur en un mémorial improvisé. « Je vous promets, murmura-t-elle aux fantômes qui hantaient cet endroit, que votre souffrance ne sera pas oubliée, que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que ce système monstrueux soit détruit. » Alors qu'elle remontait vers la lumière du jour, elle croisa Marianne et Augustin venus eux aussi rendre hommage. Les trois se serrèrent dans leurs bras, liés à jamais par ce qu'ils avaient vécu et surmonté ensemble. « Il y a quelque chose que tu devrais voir, » dit Augustin, conduisant Amélie vers une partie de la propriété qu'elle n'avait jamais explorée. C'était là, à l'arrière, qu'ils trouvèrent le puits abandonné dont les gardes de Michel avaient parlé. Celui où il jetait les corps de ceux qui mouraient dans les caves. Les officiels avaient commencé à l'excaver, essayant de récupérer et d'identifier les restes pour donner aux familles une certaine fermeture. C'était un travail horrible et macabre, mais nécessaire. Jusqu'à présent, ils avaient trouvé les restes de 47 personnes, et le puits n'était pas encore complètement vidé. 47 personnes, répéta Amélie, les larmes coulant sur son visage. 47 familles qui ne sauront jamais exactement comment leurs proches sont morts, qui ne pourront jamais entendre leurs derniers mots. Mais elles sauront que quelqu'un s'est soucié assez pour chercher, dit Marianne doucement, qu'elles n'ont pas été simplement oubliées. C'est quelque chose. Ils restèrent là un long moment, 3 survivants parmi beaucoup, rendant un hommage silencieux aux morts. Le soleil de la Martinique brillait chaudement sur eux, mais la lumière semblait ne pas pouvoir complètement dissiper l'obscurité de cet endroit. En ville, le procès de Michel approchait de sa conclusion. Le verdict ne faisait aucun doute. Il serait condamné à mort pour ses crimes. Mais le procès avait servi un objectif plus important que la simple justice pour un homme. Il avait exposé tout un réseau de cruauté, avait forcé la société coloniale à faire face à ses péchés, avait donné une voix aux victimes qui avaient été réduites au silence pendant si longtemps. Raphaël avait envoyé une lettre à Sophie depuis une île voisine où il travaillait maintenant avec des missionnaires cherchant à améliorer les conditions des esclaves. « Je ne peux jamais me racheter complètement pour ce que j'ai fait, » écrivait-il, « mais je peux passer le reste de ma vie à essayer. Dis à tous ceux que j'ai blessés que je suis désolé, même si je sais que des mots ne suffisent jamais. »
Sophie avait lu cette lettre à haute voix lors d'une réunion communautaire. Les réactions avaient été mitigées. Certains pensaient que Raphaël méritait le pardon pour avoir finalement fait ce qui était juste. D'autres croyaient que sa complicité dans les crimes de Michel le condamnait à jamais. La plupart se situaient quelque part entre les deux, reconnaissant la complexité de juger quelqu'un qui avait été à la fois victime et bourreau. Le pardon n'efface pas ce qui a été fait, avait dit Bernard lors de cette réunion. Mais il peut nous libérer de porter le poids de la haine. Chacun doit décider pour lui-même s'il peut ou doit pardonner. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Ces paroles avaient résonné profondément, offrant à chacun la permission de ressentir ce qu'il ressentait sans jugement. Alors que la saison passait et que la Martinique entrait dans sa période la plus chaude, un événement inattendu se produisit. Le gouvernement français annonça qu'il envoyait une commission spéciale pour enquêter sur les conditions dans les colonies antillaises. C'était une victoire pour le mouvement abolitionniste, une preuve que leur travail et leur sacrifice avaient un impact au-delà de la Martinique. Le père Leclerc, Amélie et d'autres leaders du mouvement se préparèrent fébrilement à témoigner devant cette commission. Ils rassemblèrent encore plus de documentation, de témoignages, de preuves des abus systématiques qui existaient à travers les colonies. « C'est notre chance », dit le père Leclerc lors d'une réunion de planification. « Notre chance de montrer que ce qui s'est passé avec Michel n'était pas une aberration isolée, mais un symptôme d'un système fondamentalement corrompu. » Bernard, bien que toujours en convalescence, insista pour témoigner. « J'ai survécu pour une raison, dit-il, pour m'assurer que ma voix et les voix de tous ceux qui ne peuvent plus parler soient entendues. » Amélie regarda son grand-père avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il avait vieilli de 10 ans en apparence depuis son épreuve, ses cheveux complètement blancs maintenant, son corps voûté d'une manière qu'il n'avait jamais été avant. Mais son esprit restait vif et sa détermination à lutter pour la justice n'avait pas faibli. La nuit avant que la commission n'arrive, Amélie ne put dormir. Elle pensait à tout le chemin parcouru depuis cette nuit, où elle avait pénétré pour la première fois dans les caves de Michel. Elle pensait à tous ceux qu'ils avaient perdus, à tous ceux qui portaient encore les cicatrices de ce qui s'était passé. Elle pensait aussi à l'avenir. Même si la commission recommandait l'abolition, et c'était loin d'être certain, combien de temps avant que cela ne devienne réalité? Combien d'autres souffriraient entre-temps? Mais elle pensait aussi aux victoires qu'ils avaient remportées, à la communauté qui s'était rassemblée, à la voix qui avait été donnée aux sans-voix, à la façon dont les jeunes regardaient maintenant leurs aînés avec respect et révérence. Elle pensait à Thomas racontant les histoires de son grand-père, à Isabelle chantant les chansons de sa grand-mère, à toutes les façons dont la sagesse des anciens était maintenant célébrée plutôt que méprisée. « C'est pour ça que nous nous battons », murmura-t-elle dans l'obscurité, pas seulement pour mettre fin à l'esclavage, mais pour créer un monde où chaque personne est valorisée, où l'âge est honoré, où la dignité humaine est inviolable. Alors que l'aube se levait sur Fort-de-France pour une nouvelle journée, les ombres des atrocités de Michel persistaient. Elles persisteraient pendant des générations, transmises dans les histoires familiales, portées dans les traumatismes héréditaires de ceux dont les ancêtres avaient souffert. Mais avec ces ombres venait aussi la lumière de la résistance, de la solidarité, de la détermination collective à ne jamais permettre qu'une telle horreur ne se reproduise. C'était une lumière fragile, constamment menacée par les forces de l'oppression et de l'indifférence. Mais c'était une lumière qui, une fois allumée, était remarquablement difficile à éteindre complètement. Dans les caves maintenant vides, sous l'ancienne plantation Michel, les bougies allumées par les visiteurs vacillaient, mais continuaient de brûler, de petites flammes d'espoir et de mémoire dans l'obscurité. Et à travers Fort-de-France, dans les maisons des survivants et de leurs alliés, d'autres flammes brûlaient dans les cœurs de ceux qui avaient juré de ne jamais oublier, de ne jamais cesser de lutter, de ne jamais laisser la cruauté et l'injustice avoir le dernier mot. Laurent Michel lui-même n'était plus qu'une coquille, attendant son exécution dans une cellule, obsédé par le fantôme de son père qu'il n'avait jamais pu vraiment tuer.
Ses carnets, ses expériences, son plan grandiose, tout s'était révélé n'être que les délires d'un homme profondément malade, et maintenant le monde le voyait tel qu'il était vraiment. Mais le système qu'il avait créé, qu'il avait nourri, qui lui avait permis de prospérer pendant si longtemps, ce système existait toujours. Et c'était contre ce système que la vraie bataille devait être menée. Amélie, debout à sa fenêtre et regardant le soleil se lever sur Fort-de-France, sentit le poids de cette bataille sur ses épaules. Mais elle sentit aussi la force de la communauté qu'ils avaient construite, la puissance de la vérité qu'ils avaient exposée, l'espoir que peut-être, juste peut-être, le monde pouvait être changé. « Pour vous, grand-père, murmura-t-elle, pour Augustin, pour Marianne, pour tous ceux qui ont souffert. Je continuerai à me battre. Nous tous continuerons à nous battre. » Et alors que le soleil illuminait la ville, chassant les ombres de la nuit, Fort-de-France s'éveillait à un nouveau jour. Un jour encore marqué par l'injustice, certes, mais aussi par l'espoir, par la résistance et par la détermination inébranlable que les voix des anciens ne seraient jamais plus réduites au silence. Les caves de Laurent Michel resteraient comme un monument sombre, un rappel de ce qui se passe quand la cruauté est laissée sans contrôle. Mais elle servirait aussi de témoignage de la résilience humaine, de la capacité des gens à survivre aux pires horreurs et à émerger encore capables d'amour, de compassion et d'espoir. Le puits contenant les restes des victimes de Michel serait finalement vidé, ses morts identifiés et enterrés avec dignité. Des familles pleureraient, trouveraient une fermeture, honoreraient leurs disparus, et peut-être, dans leurs larmes et leurs prières, trouveraient-elles un peu de paix. La commission française viendrait, écouterait et finalement recommanderait des réformes significatives, bien que l'abolition complète prendrait encore des années. Mais les graines de changement avaient été plantées, arrosées par le sang et les larmes de ceux qui avaient souffert sous Michel, et d'innombrables autres comme lui. Et par-dessus tout, les histoires survivraient, les histoires d'Augustin et de sa force inébranlable, les histoires de Marianne et de sa compassion qui ne se tarissaient jamais, les histoires de Bernard et de son courage à défier l'oppression même face à des conséquences terribles, les histoires d'Amélie et de sa détermination à exposer la vérité quel qu'en soit le prix. Ces histoires seraient racontées encore et encore, passées de génération en génération, servant d'avertissement et d'inspiration. Elles rappelleraient aux générations futures le prix de la complaisance face à l'injustice, mais aussi le pouvoir de quelques individus courageux à changer le cours de l'histoire. Dans les années à venir, quand l'esclavage serait finalement aboli en Martinique, et à travers l'Empire français, les gens se souviendraient de cette nuit à Fort-de-France où une communauté s'était levée contre un monstre. Ils se souviendraient que le changement n'était jamais venu facilement, qu'il exigeait du sacrifice, du courage et une volonté inébranlable de se battre pour ce qui était juste. Et ils honoreraient les anciens, ceux qui avaient survécu aux caves de Michel et ceux qui n'avaient pas survécu, comme les gardiens de la sagesse, les porteurs de l'histoire, les âmes précieuses dont la dignité et la valeur ne diminuaient jamais avec l'âge, mais ne faisaient que croître. C'était l'héritage des punitions assombrissantes de Fort-de-France. Non pas la victoire de la cruauté, mais le triomphe de l'esprit humain sur l'adversité la plus sombre. Et tant que les histoires seraient racontées, tant que les bougies continueraient à brûler dans ces caves devenues mémoriales, tant que les gens se souviendraient et honoreraient les voix des anciens, cet héritage vivrait. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.